avons ce soir avec Basma Awad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptienne, vous êtes activiste et vous avez rejoint le mouvement du 6 avril. Ali El Saman, bonsoir. Vous êtes également égyptien, ancien conseiller du président Anwar El Sadat, auteur de l'Égypte d'une révolution à l'autre, et c'est aux éditions du Rocher. Pardonnez-moi. Masri Feki, bonsoir. Vous êtes également égyptien, vous êtes chercheur en géopolitique à l'université Paris 8, auteur des révoltes arabes, géopolitique et enjeux, et c'est aux éditions Studirama. Et enfin, avec nous en direct de Londres, Tariq Ramadan, bonsoir. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, auteur de L'Islam et le réveil arabe, et c'est aux presses du Châtelet. On attend d'une minute à l'autre Stefano Savona, qui est réalisateur du film Tahrir, place de la Libération, un film qui est sorti aujourd'hui en salle en France. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va revoir et écouter ceux qui ont fait la révolution il y a un an, grâce à Stefano Savona qui va nous rejoindre et à son film Tahrir, place de la Révolution. عند 5 من العيال مستعد اجيبهم وانام هنا لغايه ما يرحل هو مش هنحضر لما يرحل لان زي ما شغلوا لنا البلطجيه وصرفوهم على البيوت كانت في ناس في المظاهرات وناس تقعد في البيوت والاحياء بتاعتنا. هو ده الوطن، التحرير هو الوطن. الشعب اللي بيطالب بيه بالحريه والعدل. بصي احنا عايزين دي نعم رقم يعني مثلا 500 ولا 1000 لكن لقيت يعني تقريبا عدد الناس دلوقتي اكتر من 100,000 واحد. قول شعب سمعني شعب. أقول لك واحدة ما كملتهاش. هذه البلاد وانتهينا حيث أن من بلاد القهر قوم لا نموت من مكان الموت نشدو بابتهالات العذارى للضياء وننتقم حيث الحياة هي الحياة حيث الحياة بلادنا وبلادنا أصل الحياة. طب تعالوا يا عالم تعال اتفرج على الشعب المصري. هنا الشعب المصري الحقيقي. هنا الحرية. يا حسني يا مبارك انت راجل ميت. Voilà, Tahrir, place de la Libération, un film donc, qui est sorti aujourd'hui en salle en France. On attend son réalisateur Stefano Savona qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Basma Awad, on vient de revoir ces images de la place Tahrir il y a un an. Un an après, quel goût vous laisse cette révolution, hein? Un goût amer. Aucun des objectifs de la révolution ont été atteints. J'aimerais juste préciser quelque chose, c'est qu'on peut réellement le voir en France, car le cercle diplomatique qui était très proche de l'ancien régime est toujours en place, notamment l'ambassadeur Nasser Kamel, qui, je vous le rappelle, le 28 janvier dernier, a bien nié le fait qu'il y avait des manifestations et que la police tirait à balles réelles sur des manifestants. Hier, il était à l'UNESCO, en disant qu'il était avec la révolution et tout ça, et je trouve ça scandaleux que cette personne-là, que ce personnage soit encore ambassadeur égyptien. Mais on a encore l'espoir. Ça fait un an qu'on est dans la rue. Depuis le 11 février, on n'a pas arrêté. Dès qu'on a vu que le Conseil suprême des forces armées, c'est lui qui allait tenir le pouvoir, on s'est dit non, et on peut pas s'arrêter là. Donc voilà, ça fait 60 ans qu'il nous gouverne. Et donc maintenant, c'est à la place du peuple. Et ce qu'on demande, c'est toujours les mêmes demandes, puisque rien n'a été fait. Et donc, c'est-à-dire liberté, dignité, pain, égalité. Rien n'a été fait, mais il y a quand même eu des élections, des élections démocratiques. Les élections n'étaient pas un des objectifs de la révolution. Les gens sont sortis, on dit on a besoin de pain, de liberté, de justice sociale. Voilà le slogan qui a été dit les premiers jours, place Tahrir. Rien n'a été encore fait. On a eu plus de 13 000 prisonniers politiques, des opposants, beaucoup de jeunes cadres, des blogueurs.
Une partie en est sortie, d'autres sont encore dans les prisons, dans les prisons militaires. On a vu il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois maintenant, la jeune fille qui s'est fait humilier. Elle s'est fait humilier, elle s'est fait déshabiller sur la place Tahrir et rien n'a été fait. Donc voilà. Ali El Saman, est-ce que vous partagez l'avis de Basma Awad? Vous sentez cette amertume? Est-ce que vous la partagez, cette amertume? Je partage avec elle un sentiment. La déception des jeunes révolutionnaires qui ont fait cette révolution les débuts, dans la pureté, la détermination, et je dirais la science à leur manière, comment utiliser les laptops et tout. Ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, bien sûr, faute de temps, ce n'est pas la faute de personne. En 3 mois, vous ne pouvez pas créer un parti, s'organiser, créer une force dans les pays pour pouvoir avoir une place honorable aux élections. Mais j'ai dit les élections, d'ailleurs il l'a dit, ce n'est pas un objectif en soi. Les élections, il y a aujourd'hui des élections, dans 4 ans, il y a d'autres. Ils ont 24 ans, 25 ans. La prochaine élection, j'en suis sûr. Si les promesses que j'ai entendues aujourd'hui, curieusement, de conseil militaire qu'apparemment il ne les porte pas dans son cœur. Est-ce que vous pensez justement que l'armée va transmettre le pouvoir aux civils? Parce que c'est ce que réclament les jeunes de la place Tahrir. Toute parole. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait déjà? Non, je m'excuse. Ce que l'armée a fait, il l'a promis depuis les premiers jours. L'agenda était respecté. Élection, excusez-moi. Allez-y, élection, constitution, élection des présidents. Donc, je m'excuse, de quitter le pouvoir le 30 juin. Et après, lorsque, s'il vous plaît, on parle de l'armée, honnêtement, il ne faut jamais oublier que cette armée sans laquelle jamais on n'a pu parler de mot révolution. Il faut appeler les choses par leur nom. Si oui, Basma Awad, si l'armée n'était pas intervenue, c'est l'armée qui a quand même permis le basculement du régime. Non, mais je vais dire par là, la promesse qu'ils ont donnée depuis la première minute, jamais de toucher un des révolutionnaires. Parole donnée. Il y a eu des tribunaux militaires quand même qui ont été mis en place, Ali El Saman. Il y a 12 000 personnes qui ont été jugées, des civils, par ces tribunaux militaires. On peut comprendre aussi la colère peut-être de cette jeunesse qui était en première ligne. Moubarak, ça fait plus de 8 mois qu'il n'est pas encore jugé. C'est un spectacle, c'est une comédie qu'on a vu. Je veux juste réagir à ce qu'il est en train de dire. L'armée avait dit, enfin le Conseil suprême des forces armées a dit qu'elle allait transmettre le pouvoir au mois de mars dernier, après le référendum sur la Constitution. Ils n'ont pas fait, ils ont continué. Le mois de juin prochain, on n'est pas sûr qu'ils redonnent le pouvoir aux civils, que ce soit à l'Assemblée nationale ou pas. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance au maréchal Tantawi. Et je veux juste dire quelque chose à M. Siman, c'est que aujourd'hui, l'armée, ce que vous êtes en train de dire, qui ont protégé, entre guillemets, les révolutionnaires, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est les jeunes, comment on appelle ça, les jeunes soldats. Les révolutionnaires ont ramené les parents, les familles des jeunes soldats présents pour pas que les soldats tirent. Voilà ce qui s'est passé, Et ça a été raconté par des jeunes qui étaient place Tahrir à ce moment-là. Masri Feki, vous aussi, vous êtes égyptien. Je voudrais savoir vous êtes chercheur. Quel est justement votre sentiment 1 an après? Est-ce que vous craignez, comme Basma Awad, que l'armée confisque cette révolution si elle ne l'a pas déjà fait? Et est-ce que vous pensez que l'armée va transmettre son pouvoir aux civils? Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que l'armée s'est engagée. L'armée, comme l'a dit M. El Saman, a respecté beaucoup de ses engagements jusqu'à présent, même si les méthodes employées contre les manifestants sur la place Tahrir, entre autres, les exactions qui ont été commises sont effectivement absolument inacceptables et tout à fait honteuses. Mais néanmoins, l'armée s'est engagée à ce que le 1er juillet, il y ait un nouveau président élu. Sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'armée devrait céder le pouvoir au profit
d'un conseil présidentiel civil ou mixte, enfin c'est-à-dire civil-militaire. Pourquoi ? Pour 4 mois, 5 mois, cela n'a pas beaucoup de sens. Donc je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, effectivement, là aujourd'hui vous avez parlé de bilan, je pense que le bilan il est mitigé. Et il faut quand même nuancer les choses. La parole s'est libérée en Égypte. Beaucoup de tabous ont été brisés. Les chaînes de télévision privées, mais aussi les chaînes de télévision publiques sont parfaitement libres. On parle aujourd'hui de toutes sortes de questions autrefois sensibles, y compris des critiques envers l'armée, des critiques envers... même dans des domaines qui n'ont rien à voir avec cela, même en ce qui concerne la charia, la religion musulmane. Je pense qu'il y a des tabous qui ont été brisés et c'est un très bon signe. Il y a également, en ce qui concerne les exactions commises par le passé, il y a de nombreuses personnalités faisant partie des renseignements généraux sont aujourd'hui en train d'être jugées. En tout cas, ils n'exercent plus les fonctions qui étaient les leurs il y a un an. Je pense qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Effectivement, il y a des craintes aujourd'hui. La crainte, effectivement, c'est que le Conseil supérieur des forces armées ait la mainmise sur le futur président de la République et la mainmise sur le futur exécutif. Mais il y a également une crainte encore plus importante en ce qui concerne les islamistes et le rôle qu'ils vont jouer dans la politique égyptienne. Et ça, on va en parler. Tariq Ramadan, merci d'être avec nous. Je vous donne la parole dans un quart de seconde. Stefano Savano, très rapidement, vous nous avez rejoint. Quand vous entendez justement Basma Awad et cette amertume qu'il y a aujourd'hui chez les jeunes et qui disent finalement notre révolution n'a pas abouti, on se les fait confisquer à la fois par l'armée et peut-être aussi par les islamistes, vous nous le direz tout à l'heure. Est-ce que vous êtes triste pour cette jeunesse que vous avez filmée sur Tahrir en janvier dernier? Je ne suis pas triste, je suis préoccupé, on pourrait dire. Je partage la peur qui sont... Parce que la situation est très fluide, ça change... tous les jours, ça change quelque chose. Et c'est pas facile. Je comprends tout à fait les protagonistes de mon film qui ont été entre les protagonistes de la Révolution. Je l'ai tous les jours au téléphone. Il me dit, il y a des journées, surtout au début du mois de novembre, après en décembre, c'était le désespoir parce que quand même cette armée qui a protégé la Révolution a quand même tué une cinquantaine de personnes à l'époque. Donc quand même, il y a eu des moments très dur, il y a eu là, je ne sais pas à long terme qu'est-ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'on n'est pas libre encore en Égypte. Des choses sont améliorées. C'est vrai que les médias ne sont plus les médias de la période de la Révolution, quand on voyait toujours les Nils, un pont sur les Nils pendant que les gens se tuaient sur la place Tahrir. Ce n'est plus ça. La parole s'est libérée en fait. Il y a une opinion publique là en Égypte. Ce n'était pas le cas vraiment avant. Donc ça c'est vrai, mais pour tout le reste, je partage tout la peur des gens en Égypte. En Égypte. Tariq Ramadan, merci d'être avec nous. Tariq Ramadan, je voudrais savoir quel regard vous portez sur cette révolution un an après. Écoutez, d'abord, moi je ne l'appelle pas, et depuis le départ, je ne l'appelle pas révolution. Je pense que c'est un processus de transformation, un soulèvement qui doit encore se parachever. Et je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui de la part de la jeunesse, mais pas seulement, je pense de la société civile égyptienne, c'est qu'il y a des vraies questions sur le rôle des uns et des autres. Alors aujourd'hui, d'entendre la défense de l'armée en disant sans l'armée, il n'y aurait pas eu de processus révolutionnaire, je pense que c'est un peu gros. Il faut savoir que l'armée, avant le soulèvement des jeunes, a été dans le maintien d'un régime qui a été dictatorial, qu'il y a eu des divisions à l'intérieur de l'armée, que c'est vrai qu'à un moment donné, le choix a été fait de ne pas intervenir contre les populations qui se soulevaient, mais qu'aujourd'hui nous sommes devant une situation où, loin des promesses qui ont été faites, l'armée continue d'avoir un rôle essentiel. Tous les partis politiques qui veulent jouer un rôle, ou même ceux qui veulent se présenter aux élections, savent aujourd'hui que sans un lien ou un autre avec l'armée, rien ne sera possible. Donc nous sommes dans un processus qui est un processus extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Égypte. Les jeunes qui sont au Midan et Tahrir, ceux qui ont compris qu'il fallait continuer cette lutte contre la mainmise de l'armée, ont raison à mon sens. Ce sont eux qu'il faut aussi que l'on entende. Autant je savais, et on le savait tous, que le mouvement qui a porté cette population contre le régime savait contre quoi elle se soulevait, sans forcément avoir une idée claire par le leadership qui était complètement éclaté de ce vers quoi on allait. Mais en tout cas, une chose que le peuple ne
ne veut pas, c'est d'une armée qui, derrière un régime civil, tiendrait encore les forces du pouvoir et les réalités du pouvoir. Or ça, nous l'avons déjà vu, même dans un processus démocratique comme celui qui a été le cas en Turquie pendant des années, jusqu'à très récemment, le rôle de l'armée a été déterminant. Et aujourd'hui, en Égypte, avec le maréchal Tantawi, avec le Conseil suprême, c'est pas une question de 4 mois, c'est pas une question simplement des prochaines élections en juin, c'est effectivement tout le régime, toute la structure. Un processus révolutionnaire change non pas simplement la tête d'un régime, il change la réalité de la distribution et du mandat des pouvoirs. Aujourd'hui, l'Égypte n'en est pas là du tout. Et il faut aussi savoir que ça n'est pas uniquement au niveau de l'Égypte que les choses se passent, qu'il y a des forces externes, que même l'armée est en contact avec d'autres forces. On sait depuis longtemps que et les États-Unis et les pays européens ont un lien avec l'Égypte par l'intermédiaire des forces armées. On sait également que l'armée est là rôle économique essentiel en Égypte. Oui. Il ne faut pas qu'on joue au naïf en pensant une année après, dans un romantisme un tout petit peu naïf, que quelque chose va se dérouler aussi facilement. L'Égypte est centrale pour le Moyen-Orient, beaucoup d'enjeux, et nous sommes loin aujourd'hui d'un processus démocratique, transparent et à l'écoute du peuple égyptien. Ali El-Semane, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Tariq Ramadan? Il est en tout cas moins optimiste que vous. J'ai envie de changer un peu l'agenda qu'on travaille aujourd'hui là-dessus. Il y a quand même d'autres priorités qu'il faut les comprendre, les maintenir et les respecter. Oui, mais sur le rôle de l'armée, Ali El-Semane, quand vous entendez Tariq Ramadan, il dit que pour lui, finalement, il n'y a pas eu réellement de révolution, les choses n'ont pas changé. Tariq Ramadan, depuis mon arrivée en France, j'ai toujours eu un estime et un respect pour lui. Il sait ce qu'il dit, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Donc vous n'êtes pas d'accord là avec lui? Dire que l'armée doit être accusée aujourd'hui de ce que tout le monde veut l'accuser, je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas d'accord pour des raisons réelles de terrain. Et je dirais même mieux, c'est la raison pour laquelle je vous dis je vais changer l'agenda pour laquelle on travaille. Les priorités aujourd'hui devant la majorité silencieuse de l'Égypte, l'absolue nécessité de retour des investissements, c'est laquelle on va être tout le jour. La Banque centrale, elle dit j'ai perdu, j'ai perdu. On va devoir malheureusement faire une pause, mais on va reparler en effet des priorités économiques dans la deuxième partie de notre débat. Et Masri Fekki, je voudrais que vous réagissiez au propos de Tariq Ramadan, qui lui dit finalement, eh bien, la révolution, on ne l'a pas réellement vue. Aujourd'hui, c'est toujours l'armée qui est au pouvoir. Le général Tantawi, qui a été ministre de la Défense durant 20 ans du président Moubarak et qui aujourd'hui est aux commandes du pays. Vous réagirez après la pause. À tout de suite. Retrouvez tout France 24 sur france24.com, en français, en anglais, en arabe. C'est sur france24.com. Le rappel de l'actualité de ce mercredi, le chômage en France qui continue de progresser avec une hausse de 1,1% pour le mois de décembre. Le taux de chômage qui est au plus haut depuis 12 ans en France. Au total, l'Hexagone compte désormais 2 874 500 chômeurs sans activité. Nicolas Sarkozy vient de présider à Vars en Isère un hommage national aux 4 militaires morts vendredi en Afghanistan. Il leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Le tapis rouge déployé à Paris pour accueillir Alassane Ouattara. Il faut dire qu'un président ivoirien en visite d'État en France, eh bien cela ne s'était plus vu depuis très longtemps. Moins d'un an après la crise post-électorale de 2010-2011, eh bien Paris compte lui réaffirmer son soutien et signer avec lui un nouvel accord de défense. Alassane Ouattara qui s'entretiendra demain avec le président Nicolas Sarkozy. Enfin, ouverture à Davos du 42e Forum économique mondial. 1600 grands patrons et dirigeants vont tenter de trouver des solutions à la crise financière. On reprend tout de suite la deuxième partie de notre débat. La révolution de la place Tahrir, c'était il y a un an et on va en parler avec nos invités. Je vous les représente très rapidement. Basma Awad, égyptienne activiste qui a rejoint le mouvement du 6 avril. Ali El-Semane, ancien conseiller du président Sadat. Masri Fekki, chercheur en géopolitique à l'université Paris 8. Tariq Ramadan qui est avec
direct de Londres, qui est professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, auteur de l'Islam et le réveil arabe, c'est aux presses du Châtelet, et Stefano Savona, qui est réalisateur du film Tahrir, place de la Libération, un film qui est sorti aujourd'hui en salle en France. La révolution égyptienne, c'était donc il y a un an. Tout a commencé donc le 25 janvier 2011. Il a fallu 3 semaines pour chasser Hosni Moubarak du pouvoir. On regarde ces images. Basma Awad, ce sont donc les islamistes qui ont remporté les 2/3 des sièges de l'Assemblée du peuple. Est-ce que vous êtes inquiète, et notamment pour les droits des femmes? Oui, bien sûr, mais en même temps, j'ai envie de dire... Pour moi, quand même que dans cette Assemblée du peuple, il faut quand même le rappeler, il n'y a quand même que 10 sièges pour les femmes aujourd'hui, donc elles sont quasiment pas représentées. Sans répondre à votre question... on le voit bien, c'est qu'il n'y a pas de parité, on n'a pas notre place, en tout cas via les frères musulmans. Mais je reviens encore, je voulais juste rebondir. C'est normal que monsieur dise ce qu'il est en train de dire, puisqu'il était conseiller donc, de Anwar Sadat. Et Anwar Sadat n'a pas hésité en 77 à faire descendre l'armée contre les manifestants, qui sont sortis aussi pour les mêmes raisons. Donc c'est complètement normal d'entendre ce genre de discours de ce monsieur. Donc déjà, ça c'est quelque chose que je voulais rebondir. Et de toute façon, nous, en tant que jeunes Égyptiens, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout dans le monde et en Égypte, ça y est, la peur, il y avait une peur, on n'avait pas le droit de parler, et maintenant on a le droit de parler. Voilà le seul acquis qu'on a réussi à avoir de cette révolution. Mais vous avez quand même eu, je reviens toujours là-dessus, quand même des élections démocratiques et qui ont été remportées par les frères musulmans et par les salafistes. D'accord, de toute façon, on n'a rien de tourné autour du pot là. Là, normalement, le Conseil suprême des forces armées donne aujourd'hui, voilà ce que moi j'espère, le pouvoir à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, et c'est écrit dans la constitution égyptienne, peut tenir donc la présidence pendant 60 jours, durant laquelle il peut, on prépare aux élections présidentielles. Je ne vois pas pourquoi il doit rester encore jusqu'au mois de juin. C'est ça en fait, la question. C'est écrit dans la Constitution, je n'arrive pas, Alors justement, je vais vous poser la question, Masri Feki, est-ce que vous pensez qu'il y a un accord qui aurait été conclu entre les frères musulmans et l'armée? Non, je ne pense pas qu'il y ait un accord entre les frères musulmans et l'armée, mais je pense que l'armée, évidemment, va essayer de négocier avec la formation majoritaire au sein du Parlement, en l'occurrence les frères musulmans aujourd'hui, sur un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la mainmise de l'armée sur l'exécutif, l'immunité, un certain nombre de questions en ce qui concerne, par exemple, le budget de l'armée qui doit être tenu secret, l'interdiction au Parlement de voter des lois en rapport avec l'armée sans autorisation de l'armée, un certain nombre de questions de cette nature-là. Moi, j'ai été touché par ce qu'a dit Basma. Je pense qu'effectivement, c'est sûr que la passation du pouvoir en Égypte ne s'est pas passée de la façon prévue par la constitution égyptienne. C'est vrai aussi qu'il y a une certaine injustice aujourd'hui lorsqu'on juge Hosni Moubarak pour les exactions commises contre l'armée, alors qu'on continue à considérer Anwar el-Sadat comme étant un héros, Nasser encore plus, alors que sous Anwar el-Sadat et aussi sous Nasser, il y a eu des manifestations des exactions contre les manifestants et des exactions contre les activistes des droits de l'homme et de toute nature qui sont aussi grave, mais je pense qu'il faut aujourd'hui voir les choses de façon pragmatique et essayer d'aller en avant. Alors justement, je voudrais qu'on parle quand même des résultats des élections, parce que c'est quand même ça qui a marqué aussi cette année, cette post-révolution. C'est donc la victoire des islamistes, et on va regarder tout de suite ce tableau. Les islamistes donc, qui ont remporté les 2/3 des sièges de l'Assemblée du peuple, et il faut dire, c'est peut-être, vous réveillez peut-être les jeunes un peu avec les mouvements libéraux, un peu avec la gueule de bois, parce que finalement ça représente à peu près 10% de cette assemblée du peuple. Mais comme le disait Ali El-Saman, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, et sans doute, de se constituer en force politique. Ali El-Saman, quand vous voyez cette victoire aujourd'hui des islamistes qui ont raflé donc le 2/3 des sièges de l'Assemblée du peuple, est-ce que vous êtes inquiet, vous? Si je suis inquiet, je ne suis pas inquiet pour une raison simple. Malgré qu'au début, j'ai prévu qu'elles vont avoir 40
45%. D'ailleurs, ça a été même les prévisions du ministère de l'Intérieur dans les temps. Et tout d'un coup, ils ont pris 70%. Je prends les paris pour dire, il se peut que je me trompe, surtout qu'en politique et en révolution, c'est difficile de prendre un pari. Les frères musulmans vont jouer beaucoup plus, à mon avis, politique qu'une religion, disons, très dure, très indiscutée et indiscutable. Non. Mais je n'aime pas également jurer que c'est ça qui va arriver. Lorsqu'on obtient 70, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans l'article d'aujourd'hui, l'orgueil peut quelquefois les porter. C'est la raison pour laquelle ils ont heurté avec un homme respecté et respectable dans les pays, Mansour Hassan, sur l'idée qu'il va être un des candidats de la présidence. Ils étaient contre, mais d'une manière qui manque de modestie. Mais ce qui compte pour moi, c'est pour vous dire, lorsque je vous avais dit qu'il faut changer l'agenda, les problèmes d'aujourd'hui de l'Égypte, pas seulement de vous dire ce que j'ai dit sur le plan investissement, mais surtout la stabilité, l'ordre public, c'est deux priorités absolues. Que dans la rue, les hors-la-loi sont descendus faire la loi. Qui a ouvert les portes des prisons, monsieur? Non, mais... Qui a ouvert les portes des prisons, qui les a fait sortir pendant la Révolution? C'est pas les révolutionnaires, monsieur. Non, mais c'était le ministre de l'Intérieur qui a ordonné à ouvrir les portes des prisons. Je ne parlais pas de ça. Je vous dis la situation actuelle de sécurité. Je ne m'impose pas comme juge qui est responsable. J'ai dit aujourd'hui, l'Égypte est en danger de sécurité quotidienne pour tous les citoyens, et vous le savez aussi bien que moi. Au lieu de taper sur les manifestations, vous permettez que j'ai fini d'abord et vous commentez après? Non, je ne peux pas. Au lieu de taper sur les manifestants pacifistes qui n'ont aucune arme, ils ont qu'à en train de chercher les voyous, comme vous êtes en train de dire. Et c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, monsieur. Je m'excuse, madame. Je voudrais faire réagir aussi Tariq Ramadan, si c'est possible aussi, justement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur la victoire donc, des islamistes et notamment des frères musulmans. La question qu'on se pose aujourd'hui, Tariq Ramadan, c'est comment les frères musulmans vont-ils faire pour gérer les salafistes qui ont obtenu 24% des sièges? Écoutez, d'abord, je pense que quand on analyse la situation, hormis ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rôle de l'armée et qu'il faut considérer très très sérieusement, si maintenant on passe du côté de la société civile et du processus d'élection, il y a une chose sur laquelle il faut que nous soyons tous clairs. Il en va de l'avenir de l'Égypte, mais il en va aussi de nos principes démocratiques. C'est que quand il y a un processus démocratique et que les observateurs extérieurs disent qu'il a été transparent, on doit aller jusqu'au bout de la reconnaissance de ce principe-là et reconnaître les résultats pour la société civile. Maintenant, l'erreur à ne pas faire, qui est celle que j'entends implicitement dans votre façon de traduire les résultats, c'est de dire les islamistes ont gagné 60% des voix, voire davantage, près de 70%. Ça, il faut faire très très attention à cela. L'idéologie du mouvement salafi, qui est interne à l'Égypte, mais aussi soutenue par l'Arabie saoudite et des mouvements qui sont extérieurs à l'Égypte, l'idéologie des salafis n'est pas du tout l'idéologie des frères musulmans. Il y a un vrai conflit. Et le fait qu'en 8 mois, nous ayons vu un mouvement et le parti En-Nour apparaître comme ceci, avoir une installation sur le terrain aussi grande, il faut l'analyser pour ce qu'elle est. Elle ne vient pas du hasard. Et en fait, au contraire de ce que l'on pense, il se pourrait que tout ce mouvement-là soit en fait une situation qui va mettre les frères musulmans devant un choix tout à fait difficile entre les salafis, et s'ils vont dans leur sens, ils vont perdre la crédibilité de l'ouverture de ceux qui sont pour l'ouverture dans la compréhension réformiste de l'islam, et ils n'ont d'autre choix alors que de se tourner vers l'armée. Alors il n'y a peut-être pas aujourd'hui d'accord clair, mais il y a des discussions, et ça on le sait. Et au lieu aujourd'hui d'aller questionner les frères musulmans sur uniquement des éléments du droit symbolique, il faut les questionner sur 3 choses fondamentales. C'est-à-dire quel va être leur rapport à l'état de droit, c'est-à-dire à la citoyenneté égalitaire de tous les citoyens coptes musulmans, ce qu'ils disent, et ensuite il faut les juger sur pièce. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on disait de Erdogan qu'il allait transformer le pays en une législation islamique, et il a prouvé
sur le terrain qu'il savait être pragmatique. Alors il va falloir voir si les frères musulmans, après tant d'années d'opposition, vont être pragmatiques, c'est-à-dire respecter l'état de droit. La deuxième des choses qui est déterminante également, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer leurs relations avec l'armée. Est-ce qu'ils vont être suffisamment clairs et forts pour dire à l'armée que cette armée, non seulement elle doit rester à sa place, mais qu'il n'y aura pas d'immunité pour ceux qui ont été les responsables des exactions du passé. Pas simplement Moubarak et son fils pour le symbole, mais tous ceux qui ont effectivement été les responsables de torture et d'assassinats et d'exécutions sommaires. Et la troisième des choses qui est importante, parce qu'il n'y aura pas de démocratie en Égypte, s'il n'y a pas une vraie politique économique, et il faut se poser la question de quelle va être la politique économique de l'Égypte. Parce qu'on voit aujourd'hui le discours du président Barack Obama a été de dire, la moitié de son discours a été politique, l'autre moitié a été économique, c'est-à-dire l'investissement, les sommes d'argent, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Est-ce que ça veut dire que l'Égypte va se ranger de ce côté des institutions? Et en fait, tout le débat aujourd'hui aussi pour l'Égypte, c'est central pour le Moyen-Orient. C'est l'arrivée de nouveaux acteurs, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Afrique du Sud, c'est des vraies questions. Si on parle de démocratie et de démocratisation, il ne faut pas simplement parler de la structure politique et du symbole de savoir si on va porter le voile ou non dans les rues d'Égypte. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Et c'est ces questions-là qu'il faut demander aux frères musulmans et pas simplement des questions symboliques qui peuvent adoucir les contours de la conscience européenne, mais pas le présent et la vie quotidienne des Égyptiens dans leur volonté de dignité, c'est-à-dire être libre, c'est-à-dire avoir du travail, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer et avoir la dignité de citoyen dans la société civile. C'est ça l'enjeu pour l'Égypte aujourd'hui. Basse Marouad, vous vouliez réagir au propos de Tariq Ramadan? Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, finalement, les frères musulmans sont confrontés à la réalité du Ils ont utilisé pendant des années, beaucoup d'années, l'islam pour accéder au pouvoir. Ceux qui n'ont pas su le faire en 80 ans, quasiment. Donc aujourd'hui, ils sont au pouvoir. On les laisse au pouvoir, on voit, de toute façon, cette Assemblée nationale ne va pas rester les 4 ans. Puisque normalement, une fois qu'on va faire les élections présidentielles, elle sera dissoute. Et là, on fera d'autres élections législatives pour, au goût du jour, on va dire. Donc déjà, il ne faut pas être très très inquiet. Deuxième chose, les Égyptiens, enfin 80% du peuple égyptien est très pieux. Donc ils n'ont pas besoin de personne, ils sont très religieux à la base, ils n'ont besoin de personne pour leur dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Maintenant, pour revenir juste à un petit point... c'est ce que disent, ça c'est l'argument, ce que vous dites des salafistes, qui sont quand même, il faut le dire, pour une application progressive de la charia, ils disent que finalement ça ne posera pas de problème aux Égyptiens parce qu'ils sont pieux. Ça c'est l'argument des salafistes. Non mais juste, excusez-moi, je vais juste revenir sur un petit point, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, les frères musulmans, ou si vous voulez, l'Assemblée des musulmans, là, les salafistes et les frères musulmans, ont négocié avec les dirigeants, ont négocié pendant la révolution égyptienne avec le Conseil des forces armées. Ça, on ne le dit pas. Ils sont restés avec eux pendant que nos frères étaient en train de se faire tuer et que les chameaux leur passaient dessus. Ils étaient en train de négocier leur place à l'Assemblée nationale. Donc, dire que c'était des élections complètement démocratiques, je ne pense pas. Elles n'étaient pas réellement libres, elles n'étaient pas démocratiques. Les frères musulmans allaient dans les maisons pour donner du sucre, de l'huile, et ça on l'a su parce que c'est nos familles qui nous l'ont dit au téléphone, ce n'est pas les médias. Masri Fekki. Oui, bon, c'est sûr que... Vous disiez qu'il n'y a pas d'accord entre l'armée et les frères musulmans. Quand on entend Basma, apparemment, il y aurait... Enfin, elle pense en tout cas qu'il y a eu des tractations entre les uns et les autres. On me l'a maintenant, dit, maintenant, sur les frères musulmans, aujourd'hui, les frères musulmans vont être confrontés à la réalité du pouvoir. Tariq Ramadan le disait, ils seront de toute façon jugés sur pièce, et notamment sur un programme économique. Est-ce qu'on en sait un peu plus de leur programme, justement, économique ? On rappelle quand même qu'il y a 25% de chômage chez les jeunes en Égypte, que l'économie du pays va très mal aujourd'hui. Quel est leur programme? Que le tourisme est en panne, que... Oui. Bon, mais effectivement, moi je voudrais revenir là-dessus. Effectivement, les islamistes en Égypte, que ce soit les frères musulmans, mais surtout les salafistes qui aujourd'hui ont raflé le quart des sièges au Parlement, avaient pris position dès les premiers jours de la révolution égyptienne, avait pris position clairement contre les manifestants en disant que al-Khurouj al-Hakim, le fait de désobéir aux gouverneurs, aux dirigeants, était contraire à la charia. Ils l'ont dit sur leurs différentes chaînes de télévision privées, Al-Nas, Al-Rahma, Al-Hikma, Al-Hafiz, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tiraillement
entre, d'une part, une armée, un conseil militaire des forces armées qui occupe les fonctions de chef de l'État, la tête de l'exécutif, et qui refuse de céder des prérogatives importantes au gouvernement. Tout l'enjeu va rester là, mais il y a également une autre menace tout aussi importante, c'est celle qui concerne la montée en puissance des islamistes, leur présence dans un parlement. Il y a parmi les gens qui ont été élus aujourd'hui, qui siègent dans le parlement égyptien, des gens qui ont pris des positions dans les médias égyptiens tout à fait incroyables. Des députés, par exemple, qui parlent de la polygamie de façon... qui refusent l'interdiction de la polygamie, qui veulent incriminer l'homosexualité, qui veulent légaliser l'excision, qui tiennent des propos tout à fait racistes contre un certain nombre de communautés dans la région, notamment les juifs et les chiites, etc. Donc effectivement, tout cela est inquiétant. Tout cela n'encourage pas les choses. Sans parler bien sûr de l'avenir du cinéma, de la culture dans un pays aussi important que l'Égypte. Donc je pense que l'enjeu qui se joue aujourd'hui, c'est quel rôle aura cette assemblée-là sur la rédaction de la future constitution égyptienne. Est-ce que ce sera une constitution avec, où la charia aura un rôle important sur la législation? Et je voudrais finir par une seule chose, vraiment très rapidement. Je pense que l'islamisme en Égypte, c'est bien sûr une menace pour les non-musulmans, c'est bien sûr une menace pour la communauté chrétienne, mais c'est surtout une menace pour les musulmans libéraux. Parce que la question s'est posée, et même il y a dans la charia des sources dans la charia qui permettent de dire que la charia finalement peut n'être appliquée que pour les musulmans et pour les chrétiens, leur propre loi. C'était une formule proposée par des islamistes en Égypte, que les chrétiens puissent être jugés selon leur propre loi, tandis que les musulmans libéraux n'échapperont jamais à cela, et c'est là en effet le véritable enjeu. Stefano Savano, on arrive au terme de ce débat, on ne vous a pas beaucoup entendu dans ce débat. Qu'est-ce que vous souhaitez à ces hommes, ces femmes, ces jeunes que vous avez filmés sur la place Tahrir et avec qui vous êtes toujours en contact? Je souhaite, je crois que tout le monde lui souhaite un parcours vers la démocratie. Ça va être long, ça va être difficile, ça va être vraiment... c'est parsemé des difficultés, mais on peut être confiant. C'est comme elle a dit, en fait, la peur n'est plus là. Les gens parlent. Et comme on disait dans mon film de ce protagoniste, la leçon du 25 janvier vaut pour tout le monde. Donc, on verra. Ils arriveront au pouvoir, on les jugera et on changera si c'est nécessaire. Moi, je souhaite ça, en fait. Je souhaite un jeu démocratique comme partout dans le monde, parce que ce n'est pas en cachant des choses sur un tapis d'une dictature qui ont fait évoluer un pays. Les pays qu'on voit en Égypte maintenant, c'est les pays de l'avant Moubarak, sauf que là, on voit quelles sont les forces sur le terrain. Donc il faut du temps pour le reste de la société pour s'organiser, pour balancer ce pouvoir qui a. Et pour l'instant, il n'y a qu'un an finalement qui est passé. Il faudra peut-être encore du temps pour installer la démocratie. Je rappelle votre film Tahrir, Place de la Libération, sorti aujourd'hui en salle en France. Merci à tous les quatre. J'aurais aimé vous donner plus longtemps la parole, mais voilà, ça passe très vite. Merci infiniment également à Tariq Ramadan qui était avec nous en direct